Bonjour, alors une vidéo d'histoire aujourd'hui. Bon, ça ne va pas être un cours magistral, hein, c'est une vidéo plutôt où je vais vous faire part de remarques personnelles vis-à-vis de la pratique des artisans à travers plusieurs époques, que ce soit au niveau de la manière dont on appréhende les formes, les techniques et la manière dont on construit l'outillage et différents objets. Parce que moi, par rapport à mon travail, que ça soit lorsque j'essaie de comprendre des aspects techniques et pratiques, ou que ce soit lorsque j'essaie de trouver des sources d'inspiration, j'aime bien aller dans des livres d'histoire, des livres d'archéologie. J'en ai plusieurs à la maison. Celui-ci est assez vieux, date des années 70, mais il est pas mal parce qu'il est bien documenté au niveau visuel. Et je vais utiliser uniquement celui-ci pour ne pas jongler entre 40 bouquins différents, histoire de pas trop alourdir la réalisation de la vidéo. Alors, bon, si vous êtes habitué de la chaîne, vous savez d'ailleurs que je ne fais jamais ni coupure ni montage, enfin pratiquement jamais. Donc ça sera filmé en un seul jet et puis on verra bien ce que ça donne. De temps à autre, je vous montrerai aussi quelques documents sur l'ordi pour un peu de précision. Alors là, je vais remonter assez loin. Vous voyez, ici, on est entre 8000 et 5000 avant Jésus-Christ. Pierre Poli, hein, les fameux silex, vous avez peut-être des souvenirs de l'école par rapport à ça. Assez rapidement, les humains ont compris comment obtenir des tranchants, vous voyez, en percutant les pierres. On heurte la pierre mère, on va décrocher des éclats. On peut faire des appointis, plus ou moins fins, on peut faire des tranchants avec des dentelures, etc. On obtient un silex peut être extrêmement coupant, hein, si vous avez déjà fait l'expérience, si vous avez déjà manipulé, vous savez que ça peut être très coupant ou très pointu. Donc pour les usages des populations de l'époque, c'était tout à fait suffisant. Vous voyez, on a assez rapidement, ici, on est sur des choses en Amérique, on a assez rapidement un souci d'esthétisme, hein. Là, les deux objets présents ont été travaillés de manière symétrique. Donc on a un souci qui est un souci pratique, mais aussi un souci esthétique assez rapidement. Là, vous avez un propulseur pour lance, enfin pour javelot. Vous voyez, là, il est sculpté avec une forme zoomorphe. Donc assez rapidement, les artisans, finalement, se sont préoccupés aussi bien d'avoir des objets qui pouvaient être usuels et fonctionnels, mais aussi qui pouvaient répondre à des critères de beauté, entre guillemets, hein, d'apparence, agréable à l'œil, peut-être aussi agréable à posséder, à montrer aux autres. Alors si on avance un peu dans le temps, entre 8000 et 5000 toujours, on va avoir des œuvres qui seront plus ou moins élaborées et qui auront tendance à présenter plus ou moins les mêmes profils. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas 50 façons de faire différentes. Par exemple, si vous avez des poignards ou des pointes, on aura nécessairement une partie effilée fine qui va en s'évasant avec un tranchant sur le côté. On ne peut pas faire différemment, quelle que soit la zone géographique considérée. Vous voyez à nouveau ici en Amérique avec d'autres exemples. L'artisan en train d'élaborer un objet tranchant doit réfléchir. Est-ce que mon objet tranchant va servir à dépecer, à couper, à racler? Est-ce qu'il va servir à abattre un animal rapidement, de grande taille, de petite taille? Et en fonction de ce que l'on voudra obtenir, la forme découlera naturellement dans le travail. Ici, vous avez un exemple, un harpon en os. On voit bien les dentelures barbelées le long de l'objet, afin, une fois qu'il est enfoncé, qu'il ne s'arrache pas accidentellement de la proie. Alors vous voyez ici, on va revenir un peu longuement sur les haches. Une hache ici en pierre. Alors là, on est déjà sur de la pierre polie. L'arrondi de la hache n'a pas été obtenu par percussion, il a été obtenu par un travail de frottement, d'abrasion. Là également, un exemple asiatique, un thaïlandais. Je crois qu'on a en détail un peu plus grand, voilà, ici. Donc ici, vous êtes sur une pierre qui présente et un aspect coupant et un aspect poli. On est à la rencontre de deux formes d'artisanat, que ce soit pierre taillée et pierre polie. À la même période, on va avoir un développement qui est intéressant et qui aura une importance pour la suite, vous allez voir dans la vidéo. On a des progrès qui vont être faits dans le travail du feu et de la cuisson. Vous le voyez, ici, on n'a encore absolument rien à l'époque de métallique. La révolution du chalcolithique, ce qu'on appelle l'âge du cuivre, l'âge du bronze, etc., qui vont arriver plus tard, c'est dans les siècles suivants. Ici, on travaille encore que la pierre et différents types de roches plus ou moins cristallines, hein. Vous avez un exemple ici d'obsidienne. L'obsidienne, vous savez, cette roche volcanique vitreuse noire, très dense, qui peut être elle aussi extrêmement coupante. Ici, toujours travaillée par percussion. Ici, on a un manche qui a été travaillé de manière zoomorphe, un petit serpent sur un poignard en silex.
Alors pourquoi c'est important qu'on ait ces travaux et ces avancées dans le domaine de la cuisson? Là, on vous présente des fours à pain mésopotamiens. Bon, le four à pain, on peut trouver encore des pratiques plus ou moins semblables de nos jours dans certaines régions du monde. Vous avez le corps du four contre lequel on va plaquer les boules de pain qui vont cuire, hein. Là, vous avez votre combustible sur un lit de pierre. Et les galettes sont décrochées ensuite des parois après cuisson. Les progrès dans ce genre de pratique vont permettre le développement de la céramique. Et si vous êtes un peu familier à la métallurgie, vous savez qu'on utilise de la céramique en métallurgie. Je vais y revenir après. On va avoir de la vaisselle qui va être élaborée au fur et à mesure du temps, cuite dans des fours. Et il est probable, notamment une des théories développées dans ce livre-là, que la métallurgie est un résultat accidentel du travail de la céramique. Faire cuire entre guillemets, cuire des céramiques au soleil, c'est-à-dire les faire sécher au soleil, ça donne des céramiques qui restent assez fragiles, qui s'effritent, qui peuvent s'éroder avec le temps, qui bien entendu ne supporteront pas la pluie. Et le développement de la céramique cuite a été déjà un grand pas. Et assez rapidement, les gens, lorsqu'ils ont compris qu'ils pouvaient faire des céramiques cuites, ils ont commencé à chercher à développer les fours. Et des fours basiques ici, comme celui pour faire cuire le pain, ça n'est qu'une petite étape vers des choses bien plus élaborées ensuite. Alors vous avez encore ici une hache en pierre polie. Là, d'autres exemples de haches en pierre polie de la même époque. Vous voyez qu'il y a une tendance générale qui se découpe. Le terme est mal choisi parce que je viens de faire un jeu de mots parce que découpe à la hache. Bon, bref, on a toujours un tranchant arrondi ici. Le corps de la tête de hache est toujours très effilé, un peu en forme de goutte, avec un appointi derrière. Alors ça, c'est probablement aussi un héritage des périodes précédentes, et vous allez voir, on verra au fur et à mesure de la vidéo, que certaines formes s'héritent de siècle en siècle et de millénaire en millénaire. Cette forme-là, elle est déjà un peu plus marginale. Une forme, vous voyez, large. Et ça n'est pas ce genre de forme qui sera la plus répandue en général dans les siècles suivants. C'est bien cette forme de goutte qui prévaut. Alors, on avance encore un peu dans le temps. On a aussi des progrès qui sont faits dans l'artisanat de manière générale, dans les arts décoratifs, on pourrait dire. Alors, on est toujours sur la même tranche temporelle ici. Là, vous avez des petits objets en ambre. On est sur l'espace baltique ici, Danemark. Alors, les êtres humains ont aussi compris, et là je reviens sur la pierre polie, qu'on pouvait travailler avec finesse, par abrasion, par frottement, pour obtenir des résultats très lisses et très doux. Hein, ici, l'ambre, vous savez, c'est cette entre guillemets pierre qui est un résidu fossile de la sève fossilisée. Vous savez, Jurassic Park, vous savez, le moustique pris dans l'ambre. Là. Bon, effectivement, ça peut avoir un bel éclat. Ça a aussi un contact très doux quand c'est bien poli. C'est un côté un peu luisant. Et ce travail-là de polissage montre que assez rapidement, des artisans ont compris qu'il était possible d'agir avec finesse en frottant avec des matériaux abrasifs de plus en plus fins, d'obtenir des rendus qui soient jolis, délicats. Vous voyez peut-être ici à la photographie, on a même sur le museau de ce sanglier quelques suggestions d'un pelage. Vous voyez les poils ici? Là, c'est un peu plus visible sur cette tête de cheval. Ok. Donc on a assez rapidement une habileté et une compréhension. On peut, par abrasion, donner des formes douces, régulières et esthétiques. J'avance toujours dans le temps. Alors, vous voyez, les céramiques vont faire des progrès assez rapidement. À partir du moment où on va comprendre comment cuire de l'argile, de la terre, on va pouvoir commencer à faire des choses plus élaborées. On fait un saut dans le temps. On est entre 3000 et 5000 avant Jésus-Christ ici. Alors, on a bien entendu encore énormément d'outillage, et surtout dans des régions, on va dire, moins avancées, comme l'Europe, l'Amérique, à cette époque-là, l'espace asiatique, enfin Asie de l'Est. En Asie de l'Ouest, on va commencer la métallurgie, je vais y revenir. Donc on a pas mal de travail de silex encore à l'époque. Vous voyez ici cette tête de hache, toujours ce tranchant finalement qui est assez étroit, avec une tête qui est assez fine, fixée dans un manche, elle est plantée dans le manche. Donc c'est cette forme-là qui prévaut de manière générale.
Et donc en Asie de l'Ouest, ce qu'on appelle nous le Proche-Orient, on va avoir le développement de la métallurgie. Alors le développement de la métallurgie, il est donc probablement accidentel. Euh, les fours à céramique permettent d'atteindre des températures plus hautes qu'un simple foyer ouvert. Les fours à céramique font aussi qu'on va chauffer plus longtemps. Donc on va être à haute température sur une longue durée. Et il y a de fortes chances pour que les premiers métaux fondus l'aient été accidentellement dans des fours à céramique. Parce que peut-être des roches contenant des métaux avaient été utilisées pour faire l'habillage du bas du four, ou peut-être les parois, peu importe. On va avoir donc des premiers tests de métallurgie qui vont apparaître assez rapidement. Les gens vont comprendre l'intérêt du métal. Mais si vous observez ici la forme, si vous observez ici la forme, on a dans la manière d'appréhender le travail du métal, finalement pas beaucoup d'imagination par rapport à ce qui pouvait se faire précédemment au niveau des formes en pierre. Et là, je prends encore un exemple ici en cuivre. Vous avez ici une hache en cuivre moyenne-orientale. Ici, une hache en cuivre en Europe. Donc on a toujours ce tranchant assez finalement étroit, cette tête profilée, qui vient donc se planter dans le manche. Et on n'est pas très loin du tout, si vous regardez bien la forme, de ce qui pouvait se faire précédemment, que ce soit en pierre polie ou en pierre taillée. Donc même si on a une approche, on va revenir après, même si on a une approche, on va dire, nouvelle par rapport au matériel employé, là on va utiliser donc du cuivre, la façon de faire et la façon d'imaginer l'objet reste collée à ce qu'on sait faire d'habitude. Je ne serais pas surpris, on a peu de moyens de pouvoir le déterminer avec certitude, on n'a pas de preuves, il n'y a pas d'écrit ou de choses comme ça, mais je ne serais pas surpris du tout si les premiers métallurgistes, les premiers fondeurs, les premiers forgerons, n'étaient pas, y compris à la base, des tailleurs de pierre. Cette remarque est aussi probablement valable pour les premiers potiers qui ont fait cuire des céramiques. Il va y avoir une porosité professionnelle entre ces différentes approches des matériaux et du métier. Je ne pense pas qu'il y ait eu tout de suite une spécialisation où un beau matin, quelqu'un se lève en disant « Ouah, le cuivre, c'est vachement bien, je vais faire plus que ça maintenant ». C'est peu probable. Alors vous voyez, la manière ici était encore très rudimentaire. C'est une approche que moi j'ai tentée, j'ai obtenu quelques résultats, alors, parfois quelques gros ratés, mais j'ai obtenu quelques résultats satisfaisants comme ça. Un moule en pierre, dans lequel on creuse simplement une forme et on coule le métal directement. Attendez, hop, avec une main c'est pas facile, surtout que je me suis fait une belle brûlure au pouce. Ça arrive, vous voyez, hein. Alors toujours le rapport céramique et métal, le creuset, bien entendu le creuset est en céramique, et la métallurgie n'aurait pas été faisable sans ces progrès-là en céramique précédents. Vous voyez ici, on a un fort beau four à céramique également. C'est un peu plus élaboré que le four à pain 2000 ans précédemment. Heureusement, en 2000 ans, il y a eu des progrès de fait. Le combustible est engagé en dessous. Un plateau troué. Les céramiques à cuire sont au-dessus et elles vont chauffer pendant plusieurs heures. Vous avez un petit texte ici. Si vous voulez lire, vous n'avez qu'à mettre la pause. Ok. Donc on a des inventions qui sont un autre four ici, un modèle un peu différent. Bon. Donc on a ici des approches techniques qui vont aller de pair, et ce sur plusieurs zones géographiques. Ici vous avez ce four-là est égyptien, ce four-là est mésopotamien. Cette approche ici de traitement des métaux vient de Méditerranée orientale. Et aux mêmes époques, à plusieurs endroits, on a des aspects de pratique qui sont les mêmes. Alors bien entendu, on a encore une grande diffusion de la pierre polie et de la pierre taillée à l'époque. Vous avez ici un exemple, un outil agricole en pierre polie en Chine. Voilà, à l'époque-là, on ne sait pas encore traiter les métaux. Vous avez aussi des pierres qui peuvent être utilisées. Donc tout à l'heure, je parlais de l'obsidienne. On va avoir la jadéite, par exemple, qui est un bon exemple d'emploi de matériaux. Alors, voilà des têtes de hache en jadéite, toujours cette forme. Ici, il y a un modèle gravé avec un manche en bronze.
Alors c'est intéressant, ici c'est un objet asiatique, c'est une tête peut-être de tigre ou de dragon stylisé. On a une accroche de cette hache qui est en bronze, mais la lame elle-même est faite en jadéite. Alors est-ce que peut-être, ça c'est une hypothèse personnelle, j'ai rien pour l'étayer, mais c'est un ressenti que moi j'ai par rapport à ma façon d'appréhender le travail. Est-ce qu'on n'est pas ici peut-être sur un artisan qui comprenait l'intérêt de la métallurgie pour faire des formes moulées, mais qui peut-être dans sa formation ou dans son enfance ou simplement dans son milieu de vie, on faisait confiance à la bonne vieille pierre, parce que ça c'était prouvé, ça on savait que ça coupait, ça on savait quoi en faire pour en faire des objets coupants. Et donc on a monté ici une lame en pierre sur une fixation en métallique. Alors ça n'est pas un exemple qui est isolé. Vous avez ici une tête de lance, une lame en jade blanc, sur une monture en bronze incrustée de turquoise. Et cette approche-là pratique est assez intéressante parce qu'on comprend l'intérêt du métal à qui on peut donner une forme particulière, par moulage, par martelage, peu importe, qui est robuste, qui résiste bien mieux qu'un bout de bois. Mais lorsqu'on intervient sur un tranchant, eh bien on va rester sur ici une pierre polie avec un profil qui a été en dentelure. Et ici, de la même manière, la pierre est polie, gravée, et si vous regardez, c'est légèrement dentelé ici. Alors cette approche pratique est assez amusante en fait. Pas amusante dans le sens ah je me moque d'eux, mais amusante dans le sens où il y a un côté un peu rigolo. Côté à la fois j'accorde de l'intérêt à l'innovation, mais je reste sur ce que je connais bien dans ma pratique. On avance un peu dans le temps, 3000-2000 avant Jésus-Christ. Alors vous voyez, on a encore des approches pratiques ancestrales en Europe. On travaille encore beaucoup la pierre. Le silex qui parfois peut être travaillé très finement. Lame martelée, manche polie. Ici encore des têtes de hache, mais alors vous le voyez ici, la forme est un peu intéressante. On a une espèce de décrochage ici. Bon, en pierre, hein, tout ça. Par contre, dans la métallurgie, assez rapidement, on va avoir un développement de formes qui sont entre guillemets nouvelles. Cette dague ici ressemble à l'idée qu'on peut se faire d'une dague. Un double tranchant, d'accord, avec une arête dorsale. Le manche, hein, comme ça, avec une petite garde, un pommeau, ornementé bien sûr. Donc on va voir, la métallurgie va assez rapidement, en un millier d'années à peu près un millier d'années, commencer à développer un profil qui est un profil personnel, qui est le sien, qui se détache progressivement du travail de la pierre. Alors le travail du métal va permettre aussi, hein, je parlais de moulage, on va avoir la fameuse technique à la cire perdue. Aussi, si vous voulez un peu lire en détail, vous pouvez mettre la pause. J'essaie de ne pas bouger. Voilà. Donc le moulage à la cire perdue, qui a besoin de quoi? Compréhension des matériaux, bonne cuisson, usage de céramique, quelque chose comme ça. On est toujours sur les mêmes éléments. Alors aujourd'hui, de nos jours, on fait les moulages pratiquement de la même manière. On va utiliser de la cire, on peut aussi utiliser du PLA. On utilisera volontiers des moules en silicone, notamment lorsqu'on veut répliquer à de très grande échelle certains objets. Mais dans l'esprit, ça reste la même démarche. On avance dans le temps à nouveau, un peu plus. Alors là, on est plus d'un millénaire plus tard, 2000 avant Jésus-Christ. Vous avez des choses intéressantes. Ici, vous voyez cette hache, une lame de hache en jadéite qui vient de Russie. Mais elle est travaillée, là, vous voyez, on a une inversion. On n'est plus sur du métal qui est travaillé pour que sa forme ressemble à une forme de pierre travaillée traditionnellement, mais on est sur une pierre travaillée pour ressembler à du métal. Là, vous avez ici une tête de hache qui a été coulée dans un moule en pierre. Et là, cette inversion, elle est intéressante parce que ça veut dire qu'on arrive à un stade. Vous voyez ici, là, une tête de hache qui vient d'Iran. Là, on est vraiment sur une forme de hache profilée comme on la connaît de nos jours. Et c'est intéressant parce que là où finalement le métal n'est pas forcément disponible en grande quantité, on va avoir des artisans qui vont faire de l'imitation de forme avec une inversion pour que la pierre taillée ressemble à du métal martelé ou coulé ou moulé, peu importe.
Bon, le métal va aussi se généraliser dans des outillages, hein, on va dire, un peu plus quotidiens. Et si vous avez de l'outillage égyptien, une hachette, une scie, une herminette, hein, les outils en pierre assez rapidement sont abandonnés partout où on peut travailler le cuivre. Et après le bronze et l'acier, bien sûr, enfin le fer d'abord, et après l'acier ensuite. Partout où on peut travailler le métal en quantité disponible assez facilement, la vaisselle, les équipements, les armes en pierre disparaissent assez vite et ne survivent que dans des coins où il est plus compliqué de s'approvisionner. Alors toujours la question de la survie des formes, je termine quand même. Vous voyez, hein, là on a encore fait un saut de 1000, 1500 ans à peu près, on est entre 1000 et 500 avant Jésus-Christ. Là, on a une généralisation de l'emploi des métaux enfin en Europe du Nord, qui était restée vraiment en arrière par rapport aux autres régions d'Eurasie. Et vous voyez, là, cette généralisation des formes qui sont celles qu'on connaît se fait assez vite. En 1000, 1500 ans de temps, on abandonne les formes traditionnelles qui sont celles héritées de la pierre pour vraiment embrasser des formes qui sont celles du métal et qu'on retrouve ailleurs, hein, dans d'autres zones géographiques et culturelles, que ce soit en Europe, en Inde, en Asie. Alors je termine sur la question de la survivance de formes parfois dans l'artisanat. C'est quelque chose que j'ai remarqué avec les dagues mycéniennes. Alors vous avez ici des exemples de gardes de lames mycéniennes. On voit qu'il y a eu des tâtonnements techniques et entre guillemets des modes. Ici, cette garde, vous voyez, est à l'imitation d'une vertèbre. Peut-être même que les premières gardes ont pu être faites, je sais pas, avec des vertèbres de grands mammifères marins ou de mammifères terrestres, j'en sais rien, baleines, grands dauphins, bœufs, peu importe. Et ces formes-là vont se maintenir, y compris quand on passe sur du tout métallique. Là, vous avez une lame en bronze avec une garde en or. Et vous voyez cette approche d'avoir une garde, on est toujours sur du matériel mycénien ici. Cette approche d'avoir une espèce de garde qui est enveloppante pour la base de la lame va durer assez longtemps. Là, vous voyez, on a des museaux de lions sculptés sur les côtés, avec des triscales en entrelacs. Alors, hop, au fur et à mesure du temps, on a une évolution. Les premières lames grecques, mycéniennes, n'ont pas de soie, avec des systèmes ici de fixation à 3 points. On a parfois quelques formes un peu surprenantes. Là, on a des premières soies qui vont apparaître. Après, ces modèles sans soie disparaissent. Mais c'est bien plus tard qu'on va avoir l'idée d'avoir des soies intégrales en plat de semelle, sur lequel vient se fixer intégralement un manche. Ça vient bien plus tard. Hein, on va passer de ça à ça. Mais c'est beaucoup plus tardif. Et là, la poignée et le pommeau sont coulés d'une même pièce avec la lame. Et on abandonne totalement ces gardes ornementées, très larges, très enveloppantes, qui étaient héritées des périodes les plus archaïques, avec cette espèce de forme un peu osseuse de vertèbres qu'on pouvait avoir dans les premières époques. Vous voyez, dans l'artisanat, on a des choses très surprenantes qui peuvent se voir et s'observer. La survivance de pratiques, l'inversion de pratiques aussi parfois au gré des époques. Alors ce que je vous ai montré là, ça ne s'est pas fait en une journée, hein. Une fois encore, on est parti de moins 8000 avant Jésus-Christ et là on s'arrête à 500 avant Jésus-Christ. Les pratiques artisanales doivent faire face aux limites des autres pratiques. Hein. Comme je vous le disais, la nécessité de développer les fours à céramique qui a probablement permis la métallurgie, l'approvisionnement en matières premières, les besoins locaux, les difficultés aussi peut-être aux artisans de se former, les réticences des artisans eux-mêmes qui, c'est humain, ont peut-être tendance à se coller à ce qu'ils connaissent bien et pas forcément à innover. Et puis aussi, eh bien, la population. Si vous observez un peu la clientèle, même vous-même à votre niveau, on n'apprécie pas toujours je sais pas moi, un fabricant change la composition d'une recette, les éléments d'un objet, et ainsi de suite. Donc on peut aussi avoir je cherche mes mots, une réticence, hein, bref, chez le consommateur entre guillemets à accepter des nouveautés. Bon, voilà ce que je pouvais en dire, c'est assez long, ça fait 25 minutes, je crois que c'est la vidéo la plus longue de la chaîne. Dites-moi si ça vous a intéressé, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser.
et puis je vous dis bonne journée et à bientôt.